Bref, du coup, on va commencer par une première dinguerie. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du Fat Finger? Est-ce que ça te parle, Léo, le Fat Finger Moi, ça me d'Alameda? parle, ça me parle, ça me parle. Bon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ils avaient des algos de trading automatisés à haute fréquence pour faire du market making ou autre chez Alameda. Alameda qui était le fonds d'investissement de FTX. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient quelques trades manuels pour réajuster l'algo de trading haute fréquence. Et il y a eu une erreur de la part d'un des employés d'Alameda sur une vente de Bitcoin où en fait, il s'est mis à vendre au marché des dizaines de millions de dollars, je crois, de BTC. Ce qui a complètement fait s'écraser le prix du BTC. À l'époque, sur certains carnets d'ordre, on a vu le prix du BTC passer de 65 000 dollars à 8 000 dollars de façon quasiment instantanée. Donc ça a créé une panique et puis on était en top de bull run à cette époque. Hein. On parle de fin octobre 2021. À ce moment-là, on était les rois du pétrole, on allait aller au Solana Breakpoint, on était riches, on était beaux, on était trop forts. Bref. Et ça a été un des catalyseurs du début du bear market. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu un thread Twitter du coup à ce sujet d'un ancien employé. Se dire que, d'une, il n'y a pas de trigger de sécurité pour empêcher quelqu'un de vendre au marché des dizaines de millions de dollars d'un actif. Ça déjà c'est chaud. Mais c'est un truc très courant dans les entreprises, c'est que on met les process de sécurité seulement après que la faille ait été découverte. On se dit pas par mesure de sécurité on va mettre des triggers. C'est comme ça dans l'antifraude, c'est comme ça dans plein de trucs. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est que avec quelques dizaines de millions de dollars en market sell, bon ça fait quand même une perte conséquente, tu secoues un marché. Donc une attaque ciblée d'Illuminati reptiliens peuvent secouer le marché avec quelques dizaines de millions de dollars. On est loin des milliards de dollars de puissance de mining pour faire des attaques à 51%. Là, on parle d'un market sell sur le monde. Après, le truc, c'est que le faire de cette manière-là, enfin, genre, ça a été fait hyper soudainement et c'est pas un crash qui a duré, tu vois. Enfin, en Ouais. gros, c'était plutôt genre quelque chose qui a plus coûté au Fat Finger lui-même, donc à la Oui. personne qui essaie de manipuler le prix, que au détenteur, holder du jeton en spot, quoi. En tout cas, ça fait du ça la 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 la. Et le trade est assez long pour au final dire bon bah voilà il y a un mec ou une meuf qui s'est planté chez Alameda et qui a tout foutu en l'air. Mais j'ai trouvé cette petite dinguerie intéressante. Ensuite, je me suis intéressé au marché de fees locaux de Solana. Donc Solana qui a un système de frais particulier qui est différent d'Ethereum et de beaucoup de chaînes. Vous savez sur Ethereum il y a un marché de frais globalisé où en fait bah, plus il y a de demandes, plus le prix pour faire passer la transaction augmente. Et si par exemple il y a de la saturation sur un smart contract, par exemple un mine de NFT ou autre, ça pénalise tout le monde. Solana a mis en place un mécanisme un petit peu différent où en fait c'est un marché local qui se fait. En gros l'idée c'est de se dire bon bah sur Solana t'as des contrats, donc tu vas avoir un contrat pour des DEX, pour une collection de NFT, peu importe. Et donc s'il y a une saturation de la capacité sur Solana, on va l'encapsuler seulement sur ce contrat, donc sur ce smart contract. C'est-à-dire que les gens vont devoir payer de plus en plus cher, mais uniquement pour exécuter ce smart contract, et ça ne va pas pour autant pénaliser les transactions classiques, type envoyer des fonds ou minter un NFT ou faire un swap dans le reste de l'écosystème Solana. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Je vous avoue que j'ai pas la maîtrise exacte de ce que c'est une unité de calcul, mais j'imagine que c'est la même logique que le gaz sur Ethereum. Sur Ethereum, si vous voulez, il y a un gaz limite. Je vais essayer de vous le trouver. Le gaz limite, c'est quoi? C'est on a défini une limite de gaz par bloc. Cette limite, on l'augmente avec des hard forks d'Ethereum. On pourrait mettre une limite beaucoup plus forte, mais l'idée, c'est que le réseau Ethereum n'implose pas. On met une limite, et puis une fois qu'on a passé cette limite, et ben les gars, vous payez plus cher. Et ben là, c'est pareil, on a défini une limite sur Solana. Donc on a une limite globale pour un bloc qui est de 48 millions d'unités, avec une limite par contre par bloc de 12 millions. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça sature dans au moins 4 smart contracts pour foutre le bloc en l'air et que ça commence à faire, on va dire, une saturation généralisée du réseau Solana. Alors pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que d'un côté, on a Ethereum et Tezos et Binance et j'en passe qui vont dans une logique modulaire où on va scale avec des roll-ups, ou dans le cas d'Avalanche, on va scale avec des sous-réseaux appelés subnet, ou Cosmos avec des chaînes souveraines. Solana, c'est du monolithique, il n'y a pas de sous-réseau, il n'y a pas tout ça, mais pour éviter que ça implose comme on l'a vu plus tôt avec une blockchain qui s'arrête et qu'on doit redémarrer manuellement, eh bien on déplace les problématiques
de cette façon, en faisant un système de marché local. J'en ai parlé à Abdel tout à l'heure, Abdel de Starknet, et il m'a dit qu'il trouvait ça intéressant, il connaissait déjà le concept. Il n'est pas garanti que ça créerait pas des nouvelles problématiques en sécurité, mais ça vaut le coup d'essayer, et puis peut-être que si ça marche bien, c'est quelque chose qui pourrait être implémenté dans d'autres blockchains. Mais ça, c'est une techno qui a été inventée par Solana, encore une fois. Alors, petite précision, moi j'adore Solana, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop l'émission, je suis très biaisé Solana, mais c'est... Non, jure. Oh, je suis choqué, sa mère, là. J'adore Solana, justement pour ce type d'initiative, tout simplement, à viser le monolithique. Ensuite, on a un rapport Messari gratuit sur Phantom. J'en parle pas souvent de Phantom, mais il faut savoir que après le bull run de 2017-2018, c'était un de mes chouchous sur le papier avec Solana, parce que justement, c'était un des premiers Layer 1 monolithiques où ça parlait vraiment de grosses performances. Au final, quand il est sorti, c'était assez sexy, hein. On est sur une finalité des transactions inférieure à 1 seconde, traitement en parallèle des transactions, plusieurs milliers de transactions par seconde théorique, des frais extrêmement bas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Phantom? Ce qui s'est passé, c'est que la figure publique de Layer 1 Phantom, André Cronge, il a dit qu'il se barrait. Le token a plongé. Une fois que le token était au plus bas, il est revenu comme un prince. Et depuis, Phantom, ça tire un peu la gueule, hein. Quand tu vas sur CoinGecko, FTM est 68e, donc il se met bien en retrait par rapport à du Avalanche et du Solana, alors que c'était quand même un des prétendants au trône. Ça bouge pas beaucoup. Résumé très rapide de ce rapport gratuit par Messari. Donc, s'il est gratuit, ça veut dire que très probablement, ils ont été commissionnés par la Phantom Foundation pour faire ce rapport. Je suis pas allé vérifier en bas, mais c'est généralement ce qui se passe. Je vais juste... Ah bah voilà. Ce rapport a été commissionné par la Phantom Foundation. C'est pour ça qu'il est gratuit. Tiens. Et franchement, le rapport nous dit que ils vont optimiser la chaîne. Ils vont faire une Phantom VM qui serait différente de l'Ethereum Virtual Machine pour avoir des transactions plus rapides. Pareil pour le stockage. Qui vont mettre en place de l'Account Abstraction, comme toutes les chaînes EVM, hein, comme Polygon, comme Ethereum, etc. Et franchement, c'est tout ce que j'en ai retenu. Ça ne me fait absolument pas rêver par rapport à beaucoup de blockchains où on essaie de mettre en place des choses. S'il y a un nouveau mécanisme de frais aussi où, par exemple, en tant que développeur, si tu mets en place un smart contract, les frais qui vont être payés pour exécuter ce smart contract, il y en a une partie qui va remonter aux développeurs, comme sur Near Protocol et comme sur Starknet et probablement d'autres blockchains. Mais en tout cas, voilà, je trouve pas... C'est très technique, ok, mais pour un rapport qui est censé faire l'éloge de Phantom, ça m'a vraiment pas fait bander. Je trouve ça un peu inquiétant. Ensuite, on a Binance qui veut relancer les futurs en France avec une structure dédiée. Alors, j'ai trouvé cette partie d'article très intéressant. Tu le sais mieux que personne, Léo, ils ont coupé les futurs en 2022 à la demande de l'autorité des marchés financiers, parce qu'au début, l'autorité des marchés financiers voulait limiter les leviers à x2 ou x3. Puis au final, ils ont dit à tout le monde, mais en fait, coupez tous les leviers, probablement pour des raisons légales. Et là, on apprend en fait que Binance, qui a établi une division qui s'appelle visiblement Binance Future, a déposé une demande pour l'accord de prestataire de services sur investissement. C'est-à-dire qu'en fait, les futurs, ce serait un produit financier différent des cryptos. Donc, il faudrait une licence spécifique pour ça. Cette licence, c'est prestataire de services sur investissement. Donc, si tu as un exchange et que tu veux proposer des futurs, je pense qu'en toute logique, il faut que tu sois SAN et prestataire de services sur investissement. Il y a une vidéo très bien, qui est la vidéo juste en dessous, qui est extraite d'une de mes interviews avec notamment le CEO de Bitstamp, pour ceux qui connaissent pas. C'est un des exchanges les plus réguliers en Europe, et qui vont justement, eux, proposer des futures. Ils travaillent sur proposer des futures, et qui m'expliquaient que justement il fallait des licences très spécifiques pour offrir ce genre de produit, et que c'était pas des licences, avoir le PSAN, ça ne suffit pas. Incomplet. Il faut être enregistré et avoir une licence au niveau européen pour ça. Et faut être limite régulé comme des courtiers pour la TradFi, etc. Donc c'est un niveau encore au-dessus. Et voilà, dans la vidéo, il en parle parfaitement. Donc vraiment, je vous invite à checker la vidéo. Voilà, elle est dans l'article du CoinHedo que je vous laisse dans les premières lignes de cette description YouTube. Ensuite, on a MTGOX qui repousse encore le remboursement de ses clients d'1 an. Donc on a plus de 10 000 clients qui ont claim leur BTC pour un total de 142 000 bitcoins, soit 3,8 milliards de dollars. Ils pensaient revoir leur argent pour le 31 octobre 2023. Et désolé, ce sera pour 2024. La justification, je l'ai pas lu. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. C'est un cauchemar.
un cauchemar pour les investisseurs. Peut-être qu'il y a une volonté que tout se débloque avec un halving, un nouveau président américain, une année 2024 magnifique après une récession économique. Ensuite, la fondation Optimism vend... Ah, voilà une dinguerie. On avait dit qu'on allait avoir de la dinguerie pendant cette émission. La fondation Optimism vend des jetons Optimism pour 157 millions de dollars sans passer par la DAO. Bon bah voilà, tout simplement, ils avaient des jetons à liquider, ils l'ont fait en OTC. Apparemment, il y a eu 7 acheteurs. Nous n'avons aucun détail et ils n'en communiqueront pas. Voilà. Donc, décentralisation jusqu'à... Ils l'ont dit exactement, ça? Donc, oui. privé. Oui. Ils ont fait une communication. Ils ont répondu à un tweet. Là, je l'ai pas sous la main, mais ils ont répondu à un tweet où ils disent, bah, tout est privé, c'est comme ça. C'est pas la première fois qu'ils font des dingueries, non? Ouais, il y a toujours des histoires comme ça. Je retrouve pas le tweet. Bref. Excusez-moi. En sachant qu'il y a une info qui peut vous intéresser, sachez aussi que cette semaine, si je vais plus bas dans l'article, on en parle dans l'actu en bref, ils ont annoncé un 3e airdrop. Optimism annonce un nouvel airdrop de 26 millions de dollars. Et nous, on explique qu'il leur reste encore 570 millions de jetons Optimism alloués pour des futurs airdrops. Ça veut dire qu'ils vont continuellement faire des airdrops sur Optimism. On connaît pas les conditions. On sait juste que pour ce 3e airdrop, c'était un petit peu plus compliqué, qu'il fallait faire de la délégation, participer à la gouvernance, etc. Mais en tout cas, si vous avez de l'Optimism, ça peut valoir le coup de participer à la gouvernance dans l'espoir de choper d'autres jetons gratuits sous forme d'airdrop. Ensuite, donc, la fameuse histoire de Binance se prépare à lister tous les stablecoins. Donc, on va démystifier tout ça, s'il vous plaît. En gros, c'est juste que si Mika, tel quel, est imposé, il y a des règles par rapport aux stablecoins et ces règles indiquent que si tu veux émettre des stablecoins pour toucher une clientèle européenne, il faut que ce soit des stablecoins émis en Europe avec des conditions européennes. Donc, j'imagine par exemple, j'ai pas le détail en entier, mais la logique voudrait que tu t'appelles Tether au Circle, tu viens ouvrir un QG en Europe et si tu as des dollars, il faudrait que ces dollars peut-être soient stockés dans une banque en Europe, et pareil pour des euros, etc., que ça se passe sur le territoire européen, à la manière du stockage des données, où tu sais, il faudrait idéalement que une école de la République française utilise des services français type OVH pour les données de ses citoyens. Là, ça s'appliquerait à la monnaie. Et donc, en fait, le souci, c'est que si les règles passent telles quelles, potentiellement, il y a un gros paquet des stablecoins qui vont partir à la poubelle. Je parle des stablecoins centralisés, bien sûr. Parce que tu prends le Tether, ça va être dans des banques à Hong Kong et compagnie. Tu prends le Circle, je sais pas où c'est host, mais c'est quasiment sûr que c'est pas en Europe. Tu prends le nouveau stablecoin, la FY machin, pareil, ça se passe à Hong Kong et compagnie. Personne stocke en Europe. Alors après, j'imagine que les euros et les stablecoins dollars, peut-être qu'il y aura un délisting de certains stablecoins pour la clientèle européenne en tout cas. Donc affaire à suivre. Ensuite, j'enchaîne. FTX attaque en justice les parents de SBF. Alors, celle-là, elle est pas mal comme dinguerie aussi. En gros, déjà, on a vu passer une histoire comme quoi le papa de SBF a adressé un mail à son fils pour lui dire « Gee, Sam, je ne sais pas quoi dire. » Pourquoi il a dit ça? C'est très simple. Le papa de SBF était payé 200 000 dollars à l'année et apparemment, il avait vu comme quoi il devait toucher 1 million de dollars à l'année. Donc, quand il a appris qu'il allait n'en toucher que 200 000, il a pété un plomb. Il a dit à son fils « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je vais en parler à ta mère. » Putting Barbara on 10. Donc, c'est sa mère. Hein. Donc, ça, c'est une des premières dingueries. Donc déjà un gros salaire. Il y aurait eu apparemment des petites magouilles aussi pour recevoir des fonds sous forme de donation. Donc le dossier judiciaire mentionnait également la propriété Blue Letter acquise pour plus de 18 millions de dollars et des transactions financières complexes orchestrées par Joseph, donc le père, y compris un don de 10 millions de dollars provenant d'Alameda. Donc un petit don de 10 millions. Tiens papa, serre-toi. Du côté de la mère, on apprend qu'elle est accusée d'avoir dirigé les stratégies de contribution politique de Sam Bankman-Fried et canalisé les fonds importants vers des causes soutenues comité d'action politique. Donc, il a deux parents extrêmement intelligents qui s'y connaissent en manipulation et en politique. Et ce seraient apparemment les parents qui auraient dit à leur fils « Va arroser les républicains là-bas, va arroser les démocrates là-bas, corromps. Comme ça, on va pouvoir monter les échelons. » Donc du coup, ils ont réussi à tracer des flux financiers. Maintenant, ils attaquent en direct pour essayer de récupérer les millions à gauche, à droite. On a sorti une actu d'ailleurs cette semaine. On a vu l'université de Stanford qui a remboursé des millions à FTX. C'est trop une famille de fous. Hein. Ah, c'est une famille d'Illuminati. C'est une famille d'Illuminati. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre. On ne saura pas tout. Parce que si on savait tout, je pense qu'on pèterait les plombs. Mais on a déjà des trucs intéressants. Voilà pour les actualités. On va pouvoir enchaîner par du Fonda encore une fois. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.